Dans cette vidéo, nous allons parler de la terminologie juridique, à savoir qu'il y a trois aspects qui peuvent déterminer cette terminologie, qui sont les personnes, le patrimoine et les obligations. Ces trois aspects permettent de déterminer le droit commercial comme étant une source du droit qui est très ancienne, qui a été fait essentiellement pour déterminer les contrats à l'époque du droit romain. La légende raconte qu'il y avait un jurisconsulte qui était présent dans un port, qui a demandé à un marin d'aller faire une pêche, et l'intégralité de ce qui allait être pêché par le marin appartiendrait au jurisconsulte. C'est une des premières notions de droit contractuel qui a existé en droit romain. À savoir, c'est ce que l'on appelle un contrat aléatoire. De ce contrat aléatoire, c'est quelle est la personne qui réalise ce contrat? Le patrimoine, c'est quoi? C'est le poisson, c'est ce qui est le bateau, c'est l'argent du jurisconsulte. L'obligation, c'est quoi? C'est à partir du moment où l'on dit que je m'engage à vous payer le poisson que vous allez ramener, quelle que soit la valeur le poids de la marchandise que vous allez ramener. À partir du moment où vous dites que je m'engage à faire ça, vous allez réaliser votre engagement parce que c'est ce qu'on appelle une obligation juridique. Dans les personnes, on distingue deux styles de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques, ce sont toutes les personnes en vie. La grosse question qui s'est posée à une époque, c'était surtout dans les années 80, c'est ce qu'on a appelé la théorie de Infans Conceptus. À savoir, est-ce qu'un enfant né qui vient juste de naître ou un enfant à naître, c'est-à-dire un embryon, peut être qualifié d'une personne en vie? Le droit a déterminé dans les années 80 que effectivement, ça pouvait être une personne en vie parce qu'il y allait dans l'intérêt de l'enfant. Donc dès lors qu'il y va de l'intérêt d'un individu, on considère que cet individu est une personne physique. Une personne décédée n'est plus un individu. C'est ce qu'on appelle en droit une res nullius, une chose nulle. C'est-à-dire qu'une personne décédée va transmettre ce que l'on verra tout à l'heure dans la deuxième partie, c'est-à-dire son patrimoine. La deuxième qualité de la personne, c'est la personne morale. La personne morale est toujours représentée par une personne physique. Il ne peut pas y avoir de personnalité morale, c'est-à-dire un groupement de sociétés, un groupement d'individus qui crée une personnalité morale. Il ne peut pas y avoir de personnalité morale sans une représentation par un individu, ce que l'on a vu juste avant par une personne physique. Ce qui fait que lorsque, par exemple, on doit assigner une société commerciale, on assigne la société X, prise en la personne de son représentant légal, monsieur un tel, domicilié, demeurant et domicilié à telle adresse, et généralement c'est l'adresse de la société. Une personne morale, un groupement moral, est toujours pris en la personne d'une personne physique. C'est intangible, ça ne peut pas changer. Il est impossible, même au sein des holdings, vous avez entendu parler de holdings qui peuvent se trouver à Guernesey, à Jersey, au Luxembourg, dans les paradis fiscaux, etc. Même une holding est prise en la personne d'un représentant légal qui est une personne physique. Un groupement moral est toujours pris en la personne d'un représentant légal qui est une personne physique. Ce groupement oblige à des formalités administratives. Ces formalités administratives font aussi la générescence de la société commerciale. C'est-à-dire que par exemple, pour créer une société commerciale, vous avez besoin de vous inscrire sur le FCE, un registre de société commerciale, sur le CABIS, au tribunal de commerce, dans différents organismes, à l'URSSAF, différents organismes sociaux qui vont créer votre société commerciale. À défaut, vous ne pouvez pas avoir ce que l'on appelle un numéro SIRET. Par exemple, le numéro SIRET est toujours un numéro qui est attribué à un individu. Donc, c'est bien la preuve, c'est bien la détermination de dire qu'un groupement moral, une personnalité morale, a un numéro qui appartient à un individu. Ce titulaire est le représentant pénal de la société. Dans la deuxième partie, on va parler du patrimoine. C'est quoi un patrimoine? Le patrimoine, c'est ce que possède tout individu. À sa naissance, vous avez un patrimoine. À votre mort, vous léguez un patrimoine, vous cédez un patrimoine. La personne décédée, que l'on appelle en ancien droit le décujus,
lègue un patrimoine. Chaque individu a un patrimoine et n'a qu'un seul patrimoine. Théoriquement, en droit français, il est impossible d'avoir ce que l'on appelle un patrimoine d'affectation. Vous verrez dans ce cours qu'il y a ce que l'on appelle un patrimoine d'affectation, notamment vis-à-vis de l'EURL, ce que l'on appelle l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ainsi que sur un autre patrimoine que l'on appelle la fiducie. Je ne peux pas rentrer dans les détails sur cette vidéo parce que ce sont des analyses qui sont assez complexes, mais sachez que le droit français autorise deux styles de patrimoine d'affectation qui sont l'EURL et la fiducie. Chaque individu possède un patrimoine et tous les patrimoines appartiennent à un seul individu. Vous avez entendu parler de ce que l'on appelle l'indivision. Une personne au moment de son décès va avoir des indivisaires. Un des principes juridiques est que on ne peut pas rester dans l'indivision si on n'y a pas envie. C'est le principe selon lequel on dit nul n'est censé rester dans l'indivision. Autrement dit, par exemple, trois frères, s'il y a un des frères qui ne veut plus rester dans l'indivision, c'est-à-dire partager en fait les différents cas d'impôts qui peuvent être liés à une succession, va dire eh bien moi je veux prendre mes billes et partir. Et donc ses autres frères sont obligés de lui racheter sa part. Le dernier point sur le patrimoine, c'est ce que l'on appelle l'universalité du patrimoine. Ceci, ça concerne le droit de la personnalité. Le droit de la personnalité, c'est ce que vous avez dans le Code civil, sur l'article 9, qui concerne par exemple le droit à l'image. Vous avez le droit de protéger votre image. Quelqu'un qui vous photographie dans la rue, vous avez un droit moral sur cette image. Et donc vous pouvez négocier la vente de votre image pour des journaux par exemple. Le dernier point sur cette vidéo va concerner les obligations. Après avoir vu les personnes, après avoir vu le patrimoine, il s'agit des obligations, donc ce à quoi est astreint un individu. Un individu est astreint à trois styles d'obligations. Une obligation légale, une obligation conventionnelle, une obligation délictuelle. L'obligation légale, c'est quoi ? C'est par exemple, vous devez protéger votre enfant. Après, quand vous êtes grand, vous devez protéger vos parents. Vous devez protéger les gens dont vous avez la garde. L'ancien article 1384 du Code civil dit que vous étiez responsable des personnes que vous avez sous votre garde. Ça, c'est l'obligation légale. Il ne s'agit pas d'un contrat, comme on verra tout à l'heure dans l'obligation conventionnelle. Non, il s'agit d'une obligation légale. Est-ce que le fait de ne pas se garer sur une place handicapée, c'est une obligation légale ? Ça peut être considéré comme une obligation légale. Mais cette obligation légale, si vous ne la respectez pas, va engager votre responsabilité pénale parce que vous allez faire une contravention. Donc, il s'agira plus d'une obligation délictuelle. Autrement dit, vous pouvez constater que dans cette obligation légale, est-ce qu'on peut la confondre avec une obligation délictuelle, ce que l'on verra tout à l'heure ? Une obligation délictuelle, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins une obligation selon laquelle vous vous obligez à réparer quelque chose parce que vous avez fait un dommage. L'ancien article 1382 du Code civil, qui est devenu l'article 1240 depuis la réforme du 10 février 2016, précise que vous êtes responsable des faits, précise que vous êtes responsable des dommages que vous avez occasionnés. Autrement dit, pour engager la responsabilité, donc déterminer l'obligation d'un individu, à quoi il est obligé ? Il est obligé à quoi ? Il est obligé de respecter la loi, une obligation légale, un contrat, une obligation conventionnelle, ou délictuelle, c'est-à-dire il s'engage à respecter ce qu'il a dit qu'il allait faire, par exemple dans un contrat. S'il ne le respecte pas, il engage sa responsabilité, d'autant plus s'il s'agit d'une responsabilité pour faute. C'est ce que l'on appelle une obligation délictuelle. Maintenant, l'obligation du milieu, c'est quoi ? Une obligation conventionnelle. Une convention, c'est ni plus ni moins qu'un contrat. Vous vous engagez par contrat. Je m'engage à vous donner une bouteille d'eau contre une somme de 2 €. C'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique. C'est un contrat qui est fait sur une chose, la bouteille d'eau, et ça engage des obligations réciproques, des obligations conventionnelles réciproques, synallagmatiques. 2 personnes. Dès lors, moi je m'engage à vous donner la bouteille d'eau, et vous vous engagez à me donner 2 €, 3 €, 1 €, la somme qui est précisée par la valeur du contrat.
Donc, de ces trois aspects d'obligation légale, nous allons avoir une responsabilité pénale. De l'obligation contractuelle, conventionnelle, on va avoir une responsabilité contractuelle qui est prévue par la loi, qui est prévue par le contrat. Pourquoi je dis par la loi? Parce que le contrat fait loi. Bon. Et dans la dernière partie, l'obligation délictuelle, vous allez avoir une responsabilité délictuelle. Partez donc du principe, et ça c'est un prémisse qu'il faut avoir à l'esprit, dès lors que vous avez une obligation, vous avez derrière une responsabilité. Un commerçant qui s'engage à quelque chose a automatiquement une responsabilité. Un commerçant qui dit qu'il va créer une société a la responsabilité d'être à jour au niveau de ses documents administratifs ou sociaux pour dire que la société est bien créée.